Merci à toi, Mauricio. Pardon de devoir aller vite, comme toujours, le temps. Je voulais dire quelques mots avant de laisser la parole à nos amis et les personnes présentes. Je voulais dire quelques mots, d'abord, pour resituer cette première rencontre, car c'est une série. Vous avez bien noté que la conférence qu'a donnée Mauricio Lazzarato est pour titre Appauvrissement économique, appauvrissement subjectif. Mais nous l'avons surtitré Économie du désir et désir en économie, parce qu'il y aura une deuxième session qui aura lieu le 31 mars, c'est ça? À fin mars, le 28 mars. Le 28 mars, à laquelle participera André Orléans. Ça, on peut le dire d'une manière certaine, puisqu'il a accepté la date. Et une autre qui aura lieu probablement au mois d'octobre. Alors, je ne peux pas vous dire encore avec qui, mais on est en discussion avec un économiste, toujours sur cette même question du désir. Et si nous avons beaucoup parlé dans le conseil d'administration, qui est l'instance qui décide de ces réunions, des thèmes, dans le conseil d'administration d'Ars Fiscalis d'inviter Mauricio Lazzarato, c'est pour plusieurs raisons en réalité. Il y en a même pour de nombreuses raisons. La première, pour moi en tout cas, était liée à la question du désir. Précisément, je ne dirais pas exactement forcément du désir, mais de la psychologie. Mauricio Lazzarato s'est beaucoup fait remarquer par un discours qui passe par Gabriel Bettard sur psychologie et économie. Moi, il y a longtemps, il m'avait d'ailleurs fait l'amitié de m'envoyer ce livre, je ne sais pas si tu peux se lire. Il y avait longtemps que je pensais être nécessaire cette discussion avec Mauricio. Et puis par ailleurs sont arrivés ces deux livres, plus récents, Intermittence et précaire, d'une part, donc le travail fait avec Antonella Corsani, et donc le gouvernement des inégalités. Voilà. Et là, je dois dire qu'on a bondi sur ces bouquins-là, parce que c'est beaucoup d'ailleurs Franck Corneret qui au départ nous a alerté sur ces livres, pour toutes sortes de raisons. Je dirais d'abord parce que précisément cette question du temps, pareil, tout à l'heure, est pour nous très, très importante. Alors Ars Industrialis, je le dis pour toi aussi, Mauricio, je crois qu'on l'a déjà dit quand on s'est vu, mais c'est un endroit où on essaye de se constituer en force de proposition. On croit encore en force de proposition. Non seulement on y croit encore, mais on croit qu'à ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est absolument capital dans les luttes, non pas de résister, il faut résister bien sûr, mais la résistance, ça c'est pas compliqué, mais d'inventer, de proposer, je dirais pas de créer, c'est moi aussi, des méfiances vis-à-vis des mots création et créatif, mais en tout cas de proposer, alors de créer les conditions de bifurcation, etc., qu'on fera comme on veut. C'est par rapport à ça, et par rapport par ailleurs à un discours que nous avons, enfin que moi j'ai en tout cas, mais je crois qu'on partage beaucoup d'enseignements sur la prolétarisation, et qui passe par une prolétarisation des désirs, c'est-à-dire des subjectivités, que se construit notre, si je puis dire, notre plateforme commune de proposition. Car évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes idées dans l'art industrialiste, nous avons des accords parfois sur des choses, mais nous avons une plateforme. Et dans cette plateforme, il y a l'idée que la question du désir s'est posée de manière très singulière en économie, à partir surtout de ce que tu as appelé tout à l'heure le Fordisme, mais pour nous, entre nous, Fordisme, entre toi et entre moi, Fordisme, ça ne veut pas dire la même chose. Dans ton livre, Le gouvernement des inégalités, le Fordisme, pour moi, c'est quasiment un synonyme du keynésianisme, de l'État-providence. Alors que Ford, c'est pas du tout un tenant de l'État-providence. L'État-providence, c'est quelque chose qui arrive après 29, et qui arrive 30 ans après Ford. Enfin, pas 30 ans, 25 ans. Le Fordisme, pour moi, c'est pas du tout ça. Le Fordisme, c'est précisément la prolétarisation des subjectivités. Et la captation des désirs et leur mise au service de la consommation. Alors, une des questions, j'aurais voulu qu'on discute, mais je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, j'espère qu'on aura d'autres occasions, je pense, parce qu'il faut aller vers ce que tu as dit
ici, mais je dis en passant, un jour, j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir une discussion sur Tarde et Freud. Parce que la mobilisation plutôt de Tarde dans la question économique que tu as faite m'a l'air de fonctionner par moments comme une espèce de non-freudisme, enfin d'évitement de passer par Freud, ce que je crois moi être une erreur, personnellement. Un petit peu comme à l'époque aussi, Tarde a l'air de fonctionner comme, ça c'est explicite par contre, comme une sortie, c'est ce que disait d'ailleurs Franck Cormon tout à l'heure, de l'économie politique, du discours de l'économie politique, laquelle étant supposée fonder la critique de l'économie politique, au sens martien, fondée par des jeux d'opposition, et donc une conception métaphysique, on dirait, au sein de la philosophie du XXe siècle, qui considère que les choses s'opposent, alors qu'il ne faut pas raisonner par opposition. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas raisonner par opposition. Les raisonnements par opposition, disons les raisonnements dialectiques, sont caducs aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, moi, là je vais dire mon propre, je ne vais pas parler au nom de Plutarque que ça ne veut pas dire du tout que la critique de l'économie politique soit caduque. Ça veut dire qu'elle se pose autrement. Et alors, là, ce qui nous a frappé, nous trois, à la table avec toi, c'est que dans le livre « Le gouvernement des inégalités », nous trouvons qu'il y a un fort retour de l'économie politique, des questions d'économie politique. Et ce que je trouve, moi, extrêmement bien. Enfin, ce qui a fait qu'on a décidé de proposer cette intervention, c'est finalement ce dont tu as parlé aujourd'hui. En partant du champ, et pour en venir à la question de l'intermittence, et finalement du temps. Car nous aussi, nous défendons ici, alors je disais qu'on essaye de se constituer en plateforme de proposition, ce que nous défendons, c'est ce que nous appelons une économie de la contribution. Et cette économie de la contribution, nous la définissons comme un dépassement de la logique d'opposition et d'articulation, en même temps, production-consommation. Logique qui a été, en fait, qui s'est configurée au début du XIXe siècle avec le capitalisme première version, mais qui s'est raffinée et qui s'est véritablement constituée en réalité à partir de 1908. Je prends cette date pour une raison précise, parce que c'est l'invention du modèle de la Forte, et il n'y a aucun doute que c'est la matrice fortienne qui engendre ça. Nous pensons que ce fonctionnement a conduit effectivement à un appauvrissement de la subjectivité, aussi bien des artistes que de leur public, que de tout le monde, y compris des victimes de Bernard Madoff, c'est-à-dire à une crétinisation, à une destruction finalement des processus noétiques et à une prolétarisation du cognitif. Autrement dit, moi je dis, le capitalisme cognitif ça existe sans doute, mais ça consiste essentiellement à prolétariser l'esprit et à faire qu'au lieu de mobiliser la force musculaire, on mobilise le système nerveux, la force nerveuse, l'énergie nerveuse. Et ça, c'est ce que tu décris lorsque tu citais tout à l'heure des intermittents qui montrent comment ils sont asservis progressivement dans des logiques auxquelles le gouvernement actuel veut les soumettre en détruisant leur statut d'intermittent. Pourquoi le détruire? Parce que précisément, c'est ce que tu dis magnifiquement avec Antonella Corsani, ce statut, il donne du temps. Et il est fait pour ça. Alors, ce que nous pensons, c'est que, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure à la fin, c'est que cette question des intermittents est tout à fait générique. Ce n'est pas simplement la question des intermittents, ce n'est pas simplement la question des artistes et du monde culturel, c'est la question d'un changement de société, véritablement. Et d'un changement de société qui suppose une autre, je prends une expression de Robert Castel que tu cites, une autre propriété sociale du temps. Une autre façon de mutualiser, c'est un terme que tu emploies souvent, et que rappelait Franck tout à l'heure, le gouvernement des inégalités, de mutualiser des richesses sociales, dont la principale est évidemment le temps. Moi, je remarque toujours à quel point les gens qui sont très riches ne sont pas pressés. C'est vraiment ça la richesse, d'avoir son temps pour soi. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, alors là, je remobilise des thématiques marxistes, ou je dirais plutôt marxiennes d'ailleurs, qu'aujourd'hui, cette question-là ne se pose pas du tout en termes de résistance à la machine d'oppression capitaliste, elle se pose en termes de seule issue possible à la relance d'une machine économique
capitaliste ou pas capitaliste, seul ici possible, parce que ce qui se vit en particulier depuis les 6 derniers mois, c'est la contradiction interne. Et là, cette contradiction, elle n'est pas dialectique au sens hegelien. Ce n'est pas la dialectique du tout du maître Engelslav. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de dialectique du maître Engelslav qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a évidemment des contradictions. Et en particulier, une contradiction que Marx a identifiée, qui s'appelle la baisse tendancielle du taux de profit, qui marche aujourd'hui à plein, jamais comme aujourd'hui elle n'était aussi évidente. C'est stupéfiant à quel point elle est la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a une deuxième baisse tendancielle, moi j'appelle comme ça, la baisse tendancielle de l'économie, de l'énergie libidinale. Et c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. Le paradoxe, ce que tu présentais comme un paradoxe, qui est que plus on veut du créatif, ce que disait Guattari, plus on détruit les conditions de la créativité, plus on liquide ce que j'appellerais d'ailleurs plutôt l'individuation que la subjectivation, parce que la subjectivation c'est à la fois, comme Foucault l'a très démontré, ce que tu rappelles, la soumission, la suggestion, on dit normalement, et la subjectivité, alors que l'individuation, c'est pas la désindividuation. L'individuation, c'est l'individuation. C'est pour ça que je préfère le terme d'individuation. Ici, il y a pour moi une question très importante, dont j'espère qu'on parlera aussi bientôt, un jour, qui est d'ailleurs un peu à l'horizon de la question des industries culturelles, c'est la question de la pharmacologie. Je veux dire par là que la prolétarisation, elle se produit pour moi pas du tout par la paupérisation, dont d'ailleurs la privation de temps est un effet aussi. Et ça, j'arrête pas de le rappeler tout le temps. La paupérisation, c'est un effet de la prolétarisation. Et la prolétarisation n'est pas du tout liée à la paupérisation. On peut être prolétaire et riche. C'est tout à fait possible. Ça existe, les prolétaires riches. La prolétarisation, c'est la perte de savoir. C'est le fait d'être court-circuité par des dispositifs techniques qui me privent de savoir et du coup de temps. Parce qu'en réalité, le temps, c'est le temps du savoir. Ce savoir est en fait extrêmement protéiforme. Et aujourd'hui, si je soulève les questions là, c'est parce que quand on a accueilli Mouli Boutan, Yann Mouli Boutan ici il y a 1 an, je crois, ou 9 mois, la question pour moi qui se pose dans ce qu'il décrit autour de ce qu'il appelle les externalités positives, la pollinisation, etc., liée à la mise en réseau, c'est une question pharmacologique. Je veux dire par là que la mise en réseau peut autant être mise au service de la prolétarisation que de la déprolétarisation. Et que du coup, il est absolument fondamental de produire des analyses extrêmement concrètes, extrêmement empiriques, par rapport à ces questions-là, pour bâtir des stratégies politiques de lutte contre la prolétarisation. Et à cet égard, et je m'arrêterai là-dessus, à cet égard, tu as parlé de la RTT. Alors, j'en étais ravi, parce que j'ai beaucoup relu les textes, les débats entre la RTT, Dominique Méda, etc. Moi, je ne partage pas trop les analyses d'ailleurs, mais quel est l'échec de la RTT? Parce que c'est un échec pour moi, un grave échec. C'est que la RTT, ça a été exclusivement la mise au service du temps de production de pouvoir d'achat au service de la dépense de ce pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien déplacé du tout. Ça n'a fait que, c'est un discours social-démocrate typique, consiste à dire il vaut mieux, dans les curseurs, entre production du pouvoir d'achat et consommation du pouvoir d'achat, parce que la grande différence entre ce que tu appelles les sociétés disciplinaires, en prenant Foucault, et les sociétés sécuritaires, que moi j'appelle plutôt les sociétés de contrôle, sociétés disciplinaires crée un dispositif où le producteur n'a que la possibilité de reproduire sa force de travail. Après, c'est tout. On lui donne que les moyens et la pression, c'est qu'il est au minimum de la capacité de renouvellement de sa force de travail. Tandis que dans la société de contrôle, il a un excédent. Et cet excédent, il lui sert à consommer, en particulier les bagnoles de forme et tout le reste. Et c'est là qu'est la différence fondamentale pour moi, entre le 19e et le 20e siècle, entre le disciplinaire et le contrôle. Or, la RTT n'a absolument rien changé à ça. Parce que ce qui a été l'effet de la RTT, c'est essentiellement, c'est ce que dit Rifkin d'ailleurs en 2006 dans la post-préface qu'il a faite à la réédition de son bouquin en français, il dit la RTT, ça a augmenté la consommation. Donc c'est une bonne chose, dit-il. Mais c'est pas du tout une bonne chose. Enfin, en tout cas, pas d'après les analyses que nous faisons, parce que le temps de la consommation, c'est le temps de la désubjectivation. Voilà. Alors, j'avais eu énormément d'autres choses à mettre comme ça en perspective
j'ai bien voulu te parler de Beuys et Duchamp, parce que j'ai écrit sur Beuys naguère et j'ai écrit un premier sur Duchamp en ce moment, mais bon, on ne peut pas tout faire et je vais laisser la parole à mes camarades. Dans la salle, donc je vais essayer d'être très bref. Moi, ce que je voudrais souligner à travers ce que vient de nous dire Maurizio Lazzarato et ces deux livres, là, Gouvernement des inégalités et Révolution du capitalisme, qu'ils nous aident à faire une analyse, j'allais dire, de cette déconstruction de la politique néolibérale, et qu'il faudrait que, j'allais dire, l'ensemble des partis, des syndicats, que ce soit en France ou ailleurs, le lisent correctement pour bien comprendre justement où sont les points faibles. Mais ceci dit, il y a aujourd'hui, et tu viens d'y faire allusion, on est en face d'une crise où on s'aperçoit de l'impasse de cette politique quand on voit on nous expliquait dans les journaux que 73 000 chômeurs dans la journée du 27 mai étaient arrivés aux États-Unis plus en France. Il y a donc une dégringolade du travail salarié traditionnel et le fait que M. Lazzarato nous parle le fait qu'il y ait de plus en plus de travailleurs, j'allais dire, à l'emploi discontinu et de ce problème de la mutualisation qui est le contraire de l'individualisation du risque du chômage de la politique libérale, mais le système en pleine contradiction. Donc c'est important qu'on comprenne comment il fonctionne aujourd'hui le système, et qu'il y a tout de même le fait, on peut rappeler que Keynes disait que, à propos du travail, vous voyez, que Keynes disait qu'en 2000, il n'y aurait plus que, je ne sais plus le nombre d'heures, c'était 18 ou 20 heures de travail par travailleur si l'on voulait que tout le monde travaille. Or, c'est bien le problème aussi de répartition du travail normal, et ensuite de comment chacun doit s'assumer pour une créativité, pour retrouver, et là je trouve que l'analyse très subtile de nous aide beaucoup à prendre conscience de l'importance. Mais il faudrait aussi que le pouvoir politique, puisque Maurizio nous dit que le politique est essentiel, mais en même temps que les forces de résistance, quand ils parlent aussi, fassent des propositions. On en revient à ce qu'on veut faire à l'industrialiste, c'est de faire des propositions pour avancer, et c'est vraiment le moment. Je retiendrai là. Moi, j'ai simplement une remarque. L'idée, c'est qu'en fait, la crise de 29 a généralisé, a permis, l'avènement, d'une politique keynésienne, et la crise de 2008 peut probablement, en fait, il faut réfléchir à un modèle post-keynésien. J'aime pas le mot post, c'est-à-dire en fait une autre façon d'aborder le welfare. Et que ce petit livre, à mon avis, est tout à fait intéressant parce qu'il pose cette question-là. L'idée de la critique du welfare est vraiment, vraiment très, très importante. Puisque c'est un premier moment, je dirais, c'est une pierre, en fait, pour la construction, disons, d'un système de résistance-proposition qui permette, en fait, de dégager une sortie de crise, parce qu'on est dans un cycle dont on ne maîtrise pas, comment dire, les tenants et les aboutissants. Mais alors, ce qui est intéressant sur la notion du welfare, je pense que ce livre est vraiment une première pierre pour la création de ce que j'appellerais en fait un creative welfare. C'est-à-dire le mot créatif, je ne le prends pas évidemment au sens de créativité, mais au sens de production, en fait, d'étymologie en fait, du faire, de la création de la politique. Et ce creative welfare pourrait être d'une certaine façon, évidemment, une alternative aux solutions assez usées de l'État-providence, où, in fine, le principe assurantiel, c'est un principe étatique, qui, d'une certaine manière, fonctionne dans le retournement politique actuel, c'est-à-dire, en fait, Sarkozy fait une politique keynésienne, dont, d'ailleurs, les résultats sont peu probants jusqu'aujourd'hui, mais au-delà de cet événement, la crise de 2008, en fait, doit être un moment, et ça arrivera peut-être pas tout de suite, tout à l'heure, c'est la création de l'État-providence, il a fallu du temps, en fait, après la crise de 29. Bon, bien évidemment, les durées aujourd'hui sont beaucoup plus courtes, mais là, il y a véritablement un travail à faire sur la notion de mesure, parce que, en fait, moi, je pense que le welfare peut se mesurer. Et ça, c'est déjà abordé aussi, parce que le temps, c'est bien, mais il faut mesurer le temps aussi quelque part. Vous abordez le problème de la comptabilité, évidemment, je pense que c'est vraiment un problème très très important aussi
de compter ce temps qui soit un temps de création, enfin un temps disponible pour la création, au sens de ce qui a été rappelé par rapport de la durée chez Bergson. Et il me semble que le coefficient, la notion de coefficient chez Duchamp appelle en fait cette idée de comptabilité. Enfin, voilà. Parce que tu viens de poser une question extrêmement importante. Surtout Franck et Arnaud travaillent sur cette question, qu'on appelle aussi les indicateurs, c'est-à-dire de nouveaux instruments de mesure, une autre comptabilité, je dirais, du temps. Dans le travail, ça fait partie des chantiers qu'on essaie de mener dans l'art industrialiste. Et ici, je voudrais juste introduire, peut-être pour plus tard, une idée. C'est que la mesure n'est pas synonyme de calcul. Mesure, métron en grec veut dire réserve. C'est-à-dire être mesuré en français, ça veut dire être réservé. Quelqu'un qui est mesuré, on dirait aussi tempéré, tempérant. Une tempérance, il y a le mot temps, tempérance. Il y a une capacité à mettre en réserve. Et donc il y a une question de la mesure telle qu'elle ne serait pas une simple calculabilité qui est proposée ici. Autrement dit, une autre épistémologie de l'économie, parce que c'est rien de moins que ça qui est là-dessous, hein, et qui nous sort d'un des trucs qu'a très bien décrit Max Weber, enfin, comme la mise en place du système de rationalisation par la calculabilité. Ce qui n'empêcherait pas, effectivement, la mise en place de dispositifs de mesure. Voilà, je voulais juste dire ça pour réagir à ce que tu viens de dire, et là je m'arrête quand même. Donc la parole est à vous, si la voulez. Vous avez parlé, monsieur Lazzarato, au sujet de la situation de l'art. Attendez, on va juste vous demander de prendre le micro parce que c'est pour des questions d'enregistrement. Monsieur Lazzarato, vous avez parlé au sujet de la situation de l'art, qui se trouvait en quelque sorte prise dans une tension entre, d'une part, le dévoiement de ce qui était son projet subversif, qui semblait aboutir en quelque sorte à sa réduction dans une forme d'équivalence générale, donc une marchandisation intégrale. À cela répondaient des politiques culturelles qui, elles, cherchaient à réinstituer, en quelque sorte, vous l'avez appelé néo-archaïque, à réinstituer des critères permettant de différencier ce qui est valable de ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'art de ce qui ne l'est pas. Et vous avez dit à ce sujet-là qu'il n'y a pas d'opposition. J'aimerais que vous expliquiez davantage un peu cette idée, et surtout peut-être de la mettre en rapport avec ce qui me semble une tension tout à fait comparable au plan des idéologies politiques, sachant que dans la plupart des pays occidentaux, les principaux promoteurs de politiques néolibérales, marchandisation intégrale du monde commun, sont en même temps de féroces conservateurs sur le plan moral. Donc, si ça me donne un peu d'inspiration, j'aimerais que vous nous mettiez ça en rapport, s'il vous plaît. Parce que pendant que vous parlez, je voudrais répondre d'abord sur cette question du welfare, après je réponds à... Il y a un problème sur cette histoire du welfare et de l'État-providence et des nouvelles formes qu'il faudrait qu'il assume. Voilà. Comment sortir de la crise. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe, quoi, à ne pas réduire le problème du welfare à une question seulement de politique économique. C'est-à-dire que, ou d'économie. C'était d'abord un problème politique, je pense. Et le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on se trouve avec des formes de représentation qui viennent du welfare. Le welfare avait institué un compromis entre patronat d'un côté, syndicat et État. C'était ça qui a permis la sortie de la crise du 29. Et une socialisation de la propriété, si vous voulez, mais le problème, c'est qu'il était articulé avec des sujets politiques. Le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas seulement qu'on est en crise du point de vue économique, c'est que même la forme de la représentation subjective de cette composition de classe, comme vous voulez parler maintenant, elle est en crise. C'est-à-dire qu'il faudrait introduire d'autres sujets. On ne peut pas rester avec syndicats, patronat et
et État. C'est ça le problème. On ne va pas le résoudre du point de vue économique en mettant des millions d'un côté et pas des millions d'un côté. C'est une question effectivement de trouver une autre configuration politique, donc une autre configuration. Il faut que des forces, par exemple, très banales, là, qui ne sont pas représentées, qui sont toujours, par exemple, si vous prenez les chômeurs, les intermittents, toute cette forme de travail, je parle seulement à niveau salarial, là, toutes les formes de travail qui ne sont pas représentées dans les, qui n'ont pas de représentants dans les syndicats, parce que les syndicats pensent encore salaire dans le sens classique. Si on ne trouve pas de... Et il y a une autre forme, les choses qui sont sorties après 68, dans la société civile qui a complètement bouleversé les femmes, tout ça. Il faut trouver une autre configuration politique, sinon on ne sortira pas. Le problème, ce n'est pas seulement, effectivement, comme il est maintenant, la discussion est toute bloquée sur le fait qu'on a combien de milliards d'un côté, combien de milliards de l'autre, tout ça. C'est pas ça. C'est qu'à mon avis, d'ailleurs, la crise du 29, on est sorti, pas parce qu'on avait trouvé seulement une autre façon de produire, que la consommation avait été devenue un moteur de l'économie, pas seulement pour ça, c'est parce qu'il y avait effectivement une adéquation entre cette façon de penser l'économie et les formes de la présentation politique. Donc je pense que c'est un problème important, dont on ne discute jamais, parce qu'on peut présupposer que par exemple les syndicats représentent le monde du travail. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Moi je ne suis pas convaincu qu'ils représentent tout. Ils représentent certains types ou certaines tendances, mais ils ne représentent pas tout. Mais pour l'instant, toutes les institutions sociales, le welfare se construit autour de ce paritarisme entre syndicats et patronat, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Si vous allez voir qu'est-ce qui se passe, comment rentrer de nouveaux sujets, c'est très compliqué. Donc ça, c'est une question, je pense que c'est une question politique. Non, pour revenir à ta question. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse du champ, c'est cet écart qu'il introduit entre art et anart. Cette désubjectivation qu'il est obligé d'introduire pour essayer de se déplacer, parce qu'il dit effectivement... Parce qu'en même temps, ces processus-là, je pense qu'ils rencontrent un phénomène qui s'est développé pendant tous les siècles, et surtout après 68. Je le prends d'un autre point de vue, je prends le point de vue des intellectuels. Est-ce que, par exemple, moi, je peux me définir un intellectuel? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on a trois définitions classiques de l'intellectuel. Intellectuel organique, intellectuel engagé à la Sartre, Gramsci, Sartre et un intellectuel spécifique chez Foucault. Il y a une diffusion, une augmentation de ces fonctions intellectuelles plutôt que l'intellectuel, comme il y a une diffusion, une augmentation importante des fonctions artistiques qui mettent en crise ces concepts d'artistes et d'intellectuels. C'est ça que je voulais fondamentalement dire, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne me considère pas un intellectuel, au moins dans le sens classique du terme, mais ça n'a pas de sens par rapport au concept d'intellectuel engagé ou organique ou spécifique. C'est-à-dire qu'il faudrait les passer justement à cause de ce double élargissement, c'est un élargissement sociologique, mais aussi un élargissement ontologique, ce que j'ai défini, de redéfinir ces fonctions. Moi, je serais plutôt pour définir des fonctions intellectuelles ou fonctions créatives à l'intérieur d'un agencement. Ça peut être une façon de passer. Mais au lieu de ça, effectivement, au lieu d'avoir une reconnaissance, c'est le même problème pour le welfare, on ne reconnaît pas ces nouveaux sujets qui se sont diffusés de manière très importante. On ne les connaît pas ni sociologiquement ni politiquement. C'est très compliqué à les reconnaître. Là, par contre, l'art qui est récupéré, par exemple, elle est récupérée comme un facteur économique fondamental du développement du territoire. Vous avez des villes, musées comme Venise qui se mettent en place, des villes, festivals comme Avignon, les villes, musées comme Bilbao. Voilà. D'un côté, il y a cette diffusion qui demande une autre configuration de qu'est-ce que c'est la pratique artistique et quelles sont les pratiques intellectuelles. Et de l'autre côté, on a une réaffirmation de l'intellectuel, de l'artiste, tout ça. Voilà. C'est ça qu'on peut, je pense, et d'ailleurs, c'est l'histoire de Sarkozy qui vient de nommer Carmis. Carmis va faire
ces conseils généraux pour la culture, où l'objectif principal, c'est établir effectivement des pôles d'excellence, parce que c'est ça le discours, hein, comment on les construit, les pôles d'excellence. C'est un peu ce qui se passe dans l'université, je ne connais pas, je ne suis pas très, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, c'est une histoire de, c'est-à-dire sur une diffusion et une modification radicale du monde intellectuel, du monde artistique, on réutilise les mêmes catégories, mais dans une situation qui a complètement changé, donc elle fonctionne comme, d'une certaine façon, d'un archaïsme dans ce sens-là. C'est-à-dire, on voudrait construire les mêmes discours qu'on fait, hein, les intellectuels, sur les artistes, voilà, c'est un peu ça. Ma préoccupation, c'était effectivement comment rendre compte de ces mutations. Le travail qu'on a fait avec Antonelle, avec la coordination sur l'histoire des intermittents, c'était justement de voir, parce qu'on a trouvé par exemple, très concrètement par exemple, dans la coordination, hein, le premier problème qu'il y a eu, c'est le problème de comment la nommer. On retrouve un peu le problème qu'avait Duchamp. Duchamp ne voulait pas se faire appeler artiste. Et la coordination, les premiers 15 jours de débat, c'était comment les nommer. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient s'appeler artistes professionnels du spectacle, hein, et des gens qui disaient non, il faut. Et c'est un débat très compliqué. Hein. Mais ça rejoint un peu les problématiques. C'est pour ça que je m'intéressais à Duchamp, parce que Duchamp a fait que dire, vous savez, dans la vie, j'ai jamais aimé me faire appeler artiste. De toute façon, ne pas se faire appeler artiste, ça ne signifie pas laisser tomber les pratiques artistiques, au contraire. C'est de définir un rôle différent de ces pratiques artistiques dans la société. Je pense qu'avec cette double alternative télévision, culture de masse et réaffirmation de l'art, on ne pose pas cette question, on ne problématise pas ces problèmes que Duchamp a problématisés, mais pas seulement Duchamp. Par exemple, le mouvement des intermittents d'une façon tout à fait différente, parce que là, effectivement, c'est un mouvement de masse, ce n'est pas un individu, c'est un mouvement de masse, à poser d'une certaine façon. Oui, moi je voudrais revenir sur le problème de la désubjectivisation. Et je ne sais pas, mais je pense que la désubjectivisation, qu'il n'y en a pas dans la consommation, je pense que c'est le contraire. Il y en a une dont la créativité est énorme. Alors évidemment, on peut la trouver bonne, mauvaise, pas bien, aliénante, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'elle a suivi l'évolution du taylorisme, où Taylor disait à ses ouvriers, vous n'êtes pas là pour penser. Et je pense que c'est impossible, c'est le grand rêve de la bourgeoisie de faire justement, parce que pour moi il existe toujours une classe bourgeoise, mais c'est le grand rêve de la bourgeoisie de faire justement que les gens ne pensent pas, ou tout du moins pensent comme eux, ce que tente désespérément de faire Sarkozy, et il y arrive pas trop mal. Donc le taylorisme ne voulait pas que les gens pensent, mais on ne peut pas, et les dictatures le savent bien, on ne peut pas, on peut pendant un moment répandre la terreur, adosser à la mort ou autre, mais on ne peut pas pendant indéfiniment. Et à partir de ce moment-là, il faut bien laisser les gens avoir une illusion de pensée, ou du moins d'avoir quelque chose qui leur permet de s'illusionner dans la pensée. Et donc, à partir du moment où le taylorisme s'est installé dans les usines, que tout a été rationalisé à outrance, effectivement, l'ouvrier, le prolétaire, n'avait plus aucune subjectivité possible, et la consommation qu'elle est en parallèle lui permettait, dans ces grands temples de la consommation que sont les grandes chaînes de magasins, Carrefour, Auchan et tout le reste, permettait d'avoir une illusion de liberté, c'est-à-dire de choix, quoi. Et le choix implique un refus ou une acceptation. Alors, dans les sociétés de contrôle, je pense que c'est comme ça que ça s'est mis en place. Dans les sociétés disciplinaires, il y avait également le refus qu'ils pensent, mais on permettait une sortie par la religion, qui permettait à quelqu'un de se croire l'égal des autres, au moins pendant la messe ou dans des rites qui n'existent plus, ou du moins dans nos sociétés occidentales. Et donc cette religion lui permettait quand même une certaine illusion, et vers la fin du XIXe siècle, quand la classe ouvrière commence à perdre ses illusions sur la religion, qui se sont déjà enclenchées avec la Révolution française, elle va trouver une nouvelle foi dans le parti, elle va trouver une nouvelle foi dans la lutte, et les organisations ouvrières vont être plus ou moins permises dans des luttes qui rappelleront les luttes, alors vraiment très éloignées, il faudrait s'étendre là-dessus, des premiers chrétiens, de toutes les sectes qui ont tenté de faire quelque chose, et certaines ont réussi. Et donc la désubjectivisation, non, je pense qu'aujourd'hui elle n'a jamais été aussi forte, mais elle est fausse, d'où le malaise.
D'ailleurs, au niveau de cette religion de la marchandise, on voit très bien au niveau du temps la lutte pour le dimanche. Est-ce qu'on va laisser les magasins ouverts le dimanche ou non? Et chrétien, pas chrétien, religieux ou pas, ça remue un peu tout le monde, parce qu'effectivement, ça a un rapport avec un temps connu, alors que là, la bourgeoisie maîtrise le temps actuellement et ce qu'il faut en faire. Donc, ça donne lieu à un affrontement entre ceux qui voudraient travailler le dimanche, ceux qui ne veulent pas. Et effectivement, je pense que le problème du temps gêne terriblement les syndicats, parce qu'eux ont été reconnus surtout depuis l'apparition du léninisme, comme les seuls représentants du monde ouvrier dans ce qui pouvait être le temps de travail et donc le temps tout court. Puisque pour les syndicats, le temps avant tout, c'est le temps de travail. Et tout ce qui est extérieur au temps de travail est dangereux. Voilà, je voulais apporter ce point-là, parce que je pense que cette lutte pour le dimanche, par exemple, à ce moment dans la société, c'est défendu, pas seulement par la droite à laquelle on pouvait s'attendre, c'est défendu pour des tas de raisons, et là, il y a une unité qui se retrouve. Voilà, je vais parler un peu. Moi, j'ai envie de dire quelque chose, ça n'enchaîne pas direct. Ah, vous voulez dire? Allez-y, je n'avais pas vu que... Allez-y. Moi, j'ai 3 petites questions. D'abord, vous avez commencé votre conférence en parlant beaucoup, vous avez beaucoup parlé de façon passionnante de Duchamp, mais Duchamp et l'art et Duchamp, c'est les arts plastiques, les beaux-arts, même si il a répondu à une question autour de son œuvre littéraire, Duchamp, homme de lettres. Et puis, à vous écouter parler du temps, je me suis souvenu qu'il y a 20 ans, Georges Apergis avait organisé un festival à Bagnolet qui s'appelait Tuer le temps à Bagnolet. C'est très significatif, mais il y a aussi dans cette expression, dans cette reprise d'une expression populaire, le temps mort, quelque chose qui résonne beaucoup aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le temps de l'hyperconsommation, le temps peut-être des subjectivés de l'hyperconsommation, mais il y a cette question du temps mort, du temps vide donné ou infligé à ceux qui n'ont pas de travail, par exemple, ou à ce qui est très proche de nous, cette époque de notre histoire, où une majorité de nos populations, et pas seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays continentaux, où une majorité de nos populations aura plus de 60 ans, et donc, quelle activité, quel emploi aura-t-elle? Ça, c'est la seconde question. Et puis, en fait, il y a une troisième question, qui concerne la notion du temps et du temps chez l'artiste. C'est que dans le désir de son effectuation, il y a tout de même la question du public qui se pose, et donc la question de la postérité. Parce que le public, c'est aussi une postérité. Le public est à constituer, à gagner ou à perdre, ou je sais pas, à séduire, à convoquer, et c'est aussi une question liée au temps. Et c'est une question qui est très personnelle pour les personnes qui, au-delà de Marcel Duchamp, acceptent d'être appelés artistes. Non, moi je voulais... Mais si tu veux répondre... Non, moi ce que je voulais dire, je vais revenir sur un petit peu ce que disait Franck tout à l'heure de sa croix, des choses qui sont dites là, et la réponse que tu avais faite sur le welfare. Parce que Franck avait parlé de poste. Pardon, excusez-moi. En fait, et tu disais à ce moment-là, en répondant, il faut dépasser la seule question de la sortie de la crise économique, le problème c'est pas simplement où on met des milliards, etc. On est bien d'accord. Hein. Alors, il faudrait s'entendre d'ailleurs sur ce que veut dire économie. Moi, je fais un séminaire qui va reprendre d'ailleurs bientôt au mois de mars. Il s'appelle Économie générale et pharmacologie. L'économie générale, c'est une expression de bataille. Bon, c'est pas forcément dans ce sens-là pour autant que je la reprends exactement, mais j'aurais pu appeler ça économie libidinale et économie. Tu posais le problème de la constitution, disons, des puissances de subjectivation politique. Tu as d'ailleurs dans ton intervention tout à l'heure fait référence à Rancière et à Deleuze, à l'égalité de nature et à l'égalité de puissance. S'il y a un point sur lequel je suis toujours un petit peu embarrassé chez Deleuze, c'est sur la question de la technique, à cause de ce texte en particulier qui s'appelle le diagramme, où je pense que là, il déconne, personnellement, Deleuze. Mais
Et s'il y a un point sur lequel je ne sais pas que je suis embarrassé, c'est que je suis en opposition absolue avec Rancière, c'est parce que sa citoyenneté dont il parle, qui serait comme ça donnée, je n'y crois absolument pas. C'est la même position que celle de Pierre Clastre sur le fait que le pouvoir politique qu'on trouve dans les chefferies indiennes, je ne crois absolument pas qu'il y ait du pouvoir politique dans les chefferies indiennes. Parce que le pouvoir politique, c'est quelque chose qui a été constitué, historiquement. Et cette constitution, c'est la constitution d'une citoyenneté qui passe par la pharmacone, c'est-à-dire qui passe par l'accès à la citoyenneté qu'il faut former. Le citoyen est formé. Pas du tout, on n'est pas citoyen comme ça. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas citoyen formé, on n'est pas droit à la citoyenneté. Ça, c'est autre chose. Du droit à la citoyenneté de tout être vivant, c'est pas la même chose, mais ça, c'est une puissance, justement. Et c'est là que je trouve que c'est dommage que Deleuze n'ait pas sur cette question-là technique, mais à mon avis, pas vraiment été au bout de son parcours, parce que l'égalité de puissance suppose le développement de ce que je ne veux pas appeler des compétences précisément, ça c'est le langage du libéralisme, mais disons des dispositions, des agencements précisément, des capacités à produire des agencements. Et ces capacités sont techniques, elles sont, moi je les appelle pharmacologiques. Alors, tu disais tout à l'heure que le welfare, il s'est fait en négociation avec les partis, les syndicats, enfin, bref, avec des figures qui sont, disons, des figures issues des luttes de la classe ouvrière du XIXe siècle, et avec lesquelles le capital a négocié, c'est les figures du travail, en réalité, représentation du travail. Et d'un travail qui se conçoit précisément comme étant l'emploi. Et où, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est hors travail, il n'y a plus rien à dire. Sauf qu'on a une conception là du travail qui n'est pas du tout la conception du travail que, par exemple, les Romains ont du travail, enfin, de ce que moi j'appelle l'osium, qui est la technique de soi, mais qui est un travail, bien entendu. La technique de soi, c'est du travail. Je dirais que c'est surtout ça, le travail. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas distinguer la question politique que tu soulevais, c'est-à-dire la constitution de nouvelles possibilités de subjectivation, de la question économique. On ne peut pas les distinguer. Et il faut avoir une politique d'investissement, mais je dirais d'investissement au sens... Ici, on avait fait une séance, ce n'est pas les premières séances d'économie qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas économiste, mais disons, on parle de questions économiques, mais on en a eu d'autres, des séances d'économie. La première qu'on a eue ici, c'était sur ce qu'on appelle l'investissement durable, donc pas du tout au sens où il y a des banques aujourd'hui qui proposent d'investir dans le développement durable, mais au sens où nous voulions penser le problème de l'investissement du point de vue de la libido, du point de vue de l'investissement bancaire, du point de vue de ce qu'on appelle, en théorie freudienne, l'investissement d'objets, ou lacanienne. Par rapport à cela, et c'est là d'ailleurs, c'est sur cette base-là qu'on avait fait venir Yann Mounier-Boutan, hein, c'était pour discuter de ça. Et je sais que vous êtes assez proche, ou vous l'avez été, donc peut-être qu'on peut en discuter. Il existe aujourd'hui un champ techno-pharmacologique nouveau, qui rend possible des agencements nouveaux. Ce que j'appelle moi de plus en plus le capitalisme réticulaire. Il n'est ni cognitif, ni créatif, tout ça c'est ni culturel, ça c'est des âneries. Enfin, ou alors il faut le dire avec beaucoup d'ironie et beaucoup de guillemets. Par contre, il est réticulaire. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La construction du capitalisme contemporain repose sur les réseaux, et sur des réseaux physiques, que j'appelle moi d'ailleurs pas du tout immatériels, mais hypermatériels. C'est de l'hypermatériel. Et le contrôle de la matière à la vitesse de la lumière. Et là, il y a un champ, justement, de puissance, et d'alternative, et de lutte. Ce que quelqu'un comme Mackenzie Ward appellerait des luttes pour l'abstraction, enfin dans son langage, disons, c'est pas du manifeste à cœur, mais que j'appellerais moi des luttes pour l'individuation, et qui sont de l'apparition de nouvelles formes de subjectivation. Par exemple, ce que nous appelons nous les contributeurs, il y en a de toutes sortes de formes. Ce sont des réseaux, ce sont des groupes. Toi, tu appellerais peut-être ça des multitudes, je ne sais pas, mais moi j'appelle ça aussi des amateurs. Et si le champ artistique m'intéresse tellement, et si je m'intéresse tellement à Boyce comme toi, à Duchamp et à un certain nombre d'autres, c'est parce qu'il pose cette question, et c'est la question que vous posez du public. Il y a aujourd'hui, parce que l'amateur est aussi outillé, il n'y a pas que l'artiste qui est outillé, enfin, le public est outillé. Et il y a aujourd'hui une déqualification qui s'est faite par la prolétarisation du public, qui sont consumérisés, sont devenus en fait des audiences, et non plus des publics, dénués de savoir, c'est-à-dire prolétarisés. Et aujourd'hui, il y a en même temps, ce ne sont pas des luttes qui se mènent comme ça au théâtre de la colline avec des gens qui réfléchissent. Non, ce sont des comportements spontanés,
rien n'est jamais spontané, mais disons émergent, que l'on voit partout de lutte contre cette passivation. Alors qui peut tourner très vite au vinaigre, parce que c'est très vite instrumentalisé par le marketing, et le marketing est très à l'affût de ces processus. En ce moment, il y a une veille. Moi, je suis abonné à des tas de newsletters de marketing, que je suis de près, pour voir comment le marketing identifie ces trucs et les instrumentalise. Et là, il y a une lutte politique énorme. Et par rapport à ce que tu disais, il y a une question d'investissement au sens large, c'est-à-dire d'investissement économique et d'investissement politique. Et par rapport à ça, on se bat en disant, il faut... J'ai entendu ce matin un truc hallucinant. Il y a un type qui vient de remplacer Éric Besson, secrétaire d'État chargé du numérique. Il s'appelle Lefebvre ou je ne sais pas quoi. Et j'ai entendu ça, c'était ce matin à 6h sur France Culture. On lui a posé la question à ce type-là, ce que c'est que le Web 2. C'est le secrétaire d'État au numérique. Il dit, le Web 2, le Web 2... Oui, alors c'est pas ça. Je sais pas, il s'occupe peut-être pas exactement de ce secrétariat d'État, mais enfin il est sur ces trucs-là. Il était prévu. Ah, il était prévu pour rien. Il dit le Web 2, le Web 2, c'est Internet le Web 2. Il savait absolument, il n'a jamais entendu parler du Web 2. Et là, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Dans la politique actuelle de ce gouvernement, y compris dans les 158 mesures ou 168 mesures qui ont été proposées par Éric Besson, c'est quand même d'une indigence absolument terrifiante, absolument consternante. Et je pense qu'il faut être très offensif sur ces questions, parce qu'il y a des millions de gens qui sont mobilisés sur ces questions, qui ne viennent pas au théâtre de la colline, à s'inspirer sur la multitude, ils n'en ont rien à foutre. Mais ils font des choses, et, et ce sont des sujets, enfin ce sont des processus de subjectivation. Non, je voulais dire une chose seulement sur cette question du public. Non, si personnellement je me suis intéressé à Duchamp, c'est aussi cette question du public, parce que le public, comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est quelqu'un... La moitié de l'œuvre est faite par les publics. Hein. Il y a cette conception de l'artiste comme un médium, hein, comme aide médiumnique, dit Duchamp, je trouve intéressant parce qu'il n'est pas l'origine absolue de la création. Hein. Il est dans un flux. Et dans un flux, il fonctionne un peu comme un transformateur de flux. Mais il y a un écart toujours présent entre ce que l'artiste crée intentionnellement et ce qu'il réalise effectivement. Il y a un écart qui est un écart. Et si le public intervient avec sa puissance de déchiffrement et d'interprétation, au même titre que l'artiste. Donc, pour Duchamp, c'est 50-50, hein, c'est pas une... au contraire, il y a un livre de l'ancien qui vient de sortir qui s'appelle, le dernier livre de l'ancien s'appelle « Les spectateurs émancipés ». Donc je ne sais pas si le spectateur est émancipé, je ne pense pas qu'on puisse le définir comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un spectateur qui était aliéné, hein, à son renversement dialectique, et qu'il est émancipé. Je ne pense pas qu'il est émancipé. Il est actif, effectivement, comme chez Duchamp, mais cette activité, elle n'est pas immédiatement émancipation. L'émancipation, c'est une autre chose. Donc, effectivement, le public, il est actif il coproduit l'œuvre. Hein, il la coproduit de façon spécifique, hein, mais cette coproduction, c'est une subjectivation. Comment cette subjectivation soit positive ou négative, ça dépend de beaucoup de choses. Ben, c'est la première chose que je voulais dire. Je dis de la postérité, effectivement, elle dit que le public, c'est aussi la postérité. Hein. Effectivement, ce qui fait rentrer une œuvre dans la... Le public, ce n'est pas seulement le public actuel, c'est le public dans le temps. Donc ça peut être aussi la postérité. La deuxième chose sur ce que vous avez dit, effectivement, on est tous concentrés, disons comme ça, les formes de représentation classique de la classe du syndicat et des partis de gauche sont concentrés sur le travail. Et il n'y a qu'une différence entre Martine Aubry et de ce point de vue-là et la Ligue communiste révolutionnaire ouvrière. Ils sont vraiment concentrés sur le temps de travail. Et là, je pense que le problème de RTTT, c'était effectivement qu'il était seulement et exclusivement, ces temps étaient pris en considération.
au lieu de prendre en compte la multiplicité des temps. C'est ça le problème, c'est que nous, on a une multiplicité de temporalités dans laquelle on est investi. Pensez encore que c'est le temps de travail qui puisse réorganiser cette multiplicité de temporalités, c'était ça l'échec. L'échec, c'était effectivement passer, rien que dans les gens du travail, mais pas seulement du travail, il y a effectivement cette multiplicité de temporalités qui n'est même pas problématisée. Donc s'il faut passer une réduction du temps de travail, il faudrait la passer dans cette dimension. Mais moi, je pense que par rapport à ça, il faut se construire en forme de proposition. Il faut, et en l'agençant à ces nouveaux espaces de subjectivation, il faut véritablement, bon, ce que nous appelons l'économie de la contre-culture, comme tout le monde, comme l'a fait Multitude, on se réfère au logiciel libre, à tous ces trucs-là, mais qui sont des figures, des espèces d'osium qui se développent comme ça, de manière nouvelle, liée à ces nouveautés techniques et industrielles. Mais à un moment donné, il faut que nous soyons capables de proposer positivement des mesures sur ces choses-là. Et là, c'est là que, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, ce que vous avez fait quand on est là nous intéresse énormément, parce que ça, ce sont des choses, évidemment, qui permettent de préconiser des mesures. Je crois que ça, vous pouvez le dire. Oui, moi je voulais poser une question en fait à monsieur, parce que sur... Pendant que Maurice... Je vais attendre qu'il soit là, parce que... s'absente une seconde, je voudrais vous... Puisqu'après on va devoir libérer la salle dans un quart d'heure, je voudrais donner quelques éléments d'information sur la vie d'Ars Industrialis. D'abord, je vous rappelle qu'il y aura le séminaire reprendra, le séminaire qui a lieu au collège, je crois que c'est le 14 mars, il me semble. Enfin, ce truc s'appelle Économie générale et pharmacologie, la 4e séance. Deuxièmement, il y aura donc cette réunion le 28 mars, ici même, avec André Orléans, qui sera consacrée à la question, enfin, on est encore en discussion, mais moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de Spinoza, la question du conatus, et disons plus généralement du désir et de l'investissement pensé avec l'ordon par André Orléans, et qu'on rapporte ça à notre question du désir, telle qu'on essaie de la porter ici. Et troisièmement, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a eu le 6 décembre, ici même dans la grande salle, une réunion qui a duré toute la journée, exceptionnellement, avec le collectif interassociatif Enfance et Médias et Ars Industrialis. Nous nous sommes revus avec le CIEM et nous avons pris une décision que sera devant le public aujourd'hui, qui est que premièrement, nous allons organiser 3 séminaires fermés, je ne vais pas dire fermés, mais disons des séances de travail qui se passeront pas ici, mais dans une salle spécifique. J'espère que ça sera à la Maison de l'Europe, on en a fait un il n'y a pas très longtemps. C'est une salle de travail excellente à la Maison de l'Europe où on peut accueillir une 50aine de personnes. Il y aura donc 3 séminaires qui vont se dérouler tout au long de l'année 2009. Le premier aura lieu avant l'été et les 2 suivants auront lieu à l'automne. Et ces 2 séminaires auront pour thème, premièrement, industrie de programme et institution de programme. Comment rendre utile à nouveau dans le domaine éducatif les médias et comment il est possible, parce qu'il est tout à fait possible, il y a des tas d'enseignants, de chercheurs, d'artistes, etc., qui développent des choses extrêmement intéressantes dans l'usage des médias, et il n'y a aucune raison que les pouvoirs publics, que le service public, que les services privés ne soient pas capables de faire ça, et qu'on ne les y oblige pas. Ou qu'on oblige EDF à faire un certain nombre de choses, etc., même quand c'est pas rentable, ou à la poste à distribuer le courrier, même là où ça ne rapporte pas d'argent, pour créer ce qu'on appelle je ne me souviens plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la péréquation du territoire, enfin l'unification du territoire, disons l'aménagement du territoire. Ça a un nom, je l'ai perdu. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas applicable à ces réseaux-là, parce que ce sont des réseaux, ce ne sont pas des réseaux postaux, des réseaux routiers, mais ce sont des réseaux beaucoup plus importants, parce que ce sont des réseaux qui connectent les esprits. Donc, nous allons travailler là-dessus avec Scolet, avec lequel on a déjà fait quelque chose au mois de novembre sur l'éducation, donc avec Julien Gauthier et j'y arrive plus, Guillaume Vergne et toute leur équipe, sur industrie de programme et institution de programme, propositions, là aussi, on va faire des propositions très concrètes
et en partant d'exemples de démarches qui sont faites, sachant que ces séminaires que nous allons organiser, ils donneront lieu à ce qu'on appelle des conférences de citoyens. C'est pas notre langage à nous, mais c'est une technique qui existe, où on ira, et ça ne sera pas à Paris, mais dans plusieurs régions de France, où on ira rencontrer des personnes, présenter les résultats de ces séminaires, les propositions, les mettre en discussion, mettre les séminaires en ligne sur Internet pour que les publics puissent se préparer, etc. Et donc ouvrir vraiment des débats publics très très largement ouverts. La deuxième séance, ça sera consacrée à la question de la toxicité médiatique, parce qu'il y a une toxicité, mais il y a une toxicité tout comme Socrate disait que l'écriture des sophistes est toxique, donc elle est effectivement toxique. Tout comme l'aspirine est toxique, tout est toxique en réalité. Si par exemple je me mets à bouffer cette bouteille en plastique, je vais m'intoxiquer. Bon. Mais la toxicité des médias aujourd'hui est arrivée à un niveau un peu particulier, qui se traduit d'ailleurs par une multiplication incroyable des études qui en attestent d'une manière maintenant quasiment scientifique. Et nous voulons aller très, très loin dans la spécification, alors là pour le coup médicale, psychiatrique, psychanalytique, mais aussi politique, de cette toxicité. Non pas du tout pour accuser les médias d'être toxiques, mais pour poser que comme toute autre chose, les médias le sont, et qu'il faut avoir des politiques de cette toxicité. Et troisième, ça sera donc le premier séminaire de l'automne 2009, et le deuxième séminaire, ce sera consacré à la possibilité de rebâtir une économie de ces médias et de ces institutions de programme, une économie qui repose sur notamment le discours sur l'économie publicitaire, mais toutes sortes d'autres formes d'économie, parce qu'on peut imaginer des économies dans ces domaines infiniment plus riches que le seul financement par la publicité, et pas simplement au sens où Mediapart veut faire payer des abonnements sur Internet, etc. Ce qui est aussi une question très importante, et peut-être qu'on y arrivera à Mediapart d'ailleurs, mais par exemple l'économie des nouvelles utilités sociales, y compris sous forme de subventions publiques, etc. Voilà, tout ça donnera lieu à des débats publics, et ça donnera lieu ensuite, en 2010, à un colloque que nous organiserons avec le CIEM et peut-être d'autres acteurs de très très grande ampleur, voilà, pour faire venir des gens du monde entier sur ces sujets. Voilà, je voulais vous signaler cela, et je rends la parole maintenant à Franck, qui était en train de... Oui, d'introduire une question. Moi, je vais poser une question à Mauricio, en fait, qui est une question qui part de la réponse qu'il a apportée au welfare, enfin, c'est-à-dire en fait en disant que c'est politique. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, une difficulté à penser le politique avec un artiste, c'est-à-dire avec le spontanéisme que ça suppose pour répondre à la question qu'est-ce qui crée du collectif. Et je dois dire qu'il y a un problème chez Deleuze en particulier sur l'ontologie du politique. Et la question que je voudrais vous poser, en fait, c'est une question sur directement la politique des multiplicités telle que vous en aviez parlé avec Tard, et voir si ça n'a pas évolué depuis. Je vais citer un très court passage en fait, qui nous permettra de discuter peut-être sur le fond l'opposition manifeste que vous portiez à l'encontre du contrat, la logique du contrat dans cet ouvrage. Il est écrit dans cet ouvrage: dans la politique de la multiplicité fondée sur le principe coopératif de l'hybridation, de la composition des différences, de l'agencement sympathique, les forces s'affectent selon une logique, et là je souligne, que Tard appelle propagation apostolique. Propagation apostolique. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui nous renvoie en fait à la question du politique et du religieux. C'est-à-dire qu'il me semble que si on est dans une logique an-artiste, entre guillemets, on va avoir des difficultés à penser le politique. Évidemment, il y a la question des propositions qui se posent. Mais si on n'a pas une définition du collectif, on va être un petit peu, comment dire, en difficulté. Et il me semble que le fantôme de la multiplicité, fantôme au sens déridien, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est là mais qui n'est jamais là, enfin, c'est quelque chose dont on a du mal comment dire, à agencer une force de composition politique, nous renvoie à cette
définition qui pour moi est aporétique de Tarde, quand Tarde dit, je reprends un autre passage, chez Tarde, la propagande apostolique ne se définit pas seulement par le fait qu'elle investit les êtres vivants, elle ne se définit pas non plus uniquement par l'action positive du pouvoir, ce qui la qualifie, c'est la coopération, la coproduction entre des forces diverses. Les forces qui agissent dans le pouvoir pastoral ne se comportent pas tant comme rivales que comme collaboratrices. Et il me semble que si on a une ontologie politique, d'une certaine manière, qui est éclairée par un anarchisme, ce qui ne veut pas dire en fait que je fais une critique de Proudhon et de l'histoire de l'anarchie par rapport en fait au communisme, hein, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on n'est pas devant, disons, une turbulence de la pensée qui nous fait qu'on a du mal à penser un agencement collectif d'énonciation politique? Voilà ma question. Ah, mais je pense le contraire, mais bon, c'est Alors, est-ce que tout est dans la spontanéité? Non, mais c'est pas une question de spontanéité. Un artiste, qu'est-ce que c'est? Un artiste ou un art, pourquoi c'est intéressant ce concept? Parce qu'il dit effectivement, on est face à une opposition, que c'est l'opposition art, non-art, artiste, non-artiste, et il dit non. Moi je trouve une ligne de fuite entre ces deux choses, je pense l'anartiste. Première chose, donc, et qui renvoie effectivement à un concept et c'est un concept de désubjectivation, c'est-à-dire comment se défaire des fonctions à lesquelles on est assigné. C'est-à-dire la société, selon, par exemple, disons le partage sensible de Rancière, elle assigne certains types de gens à la profession d'artiste et d'autres à la profession de non-artiste. C'est ça l'assignation. Et il dit, le premier acte qu'il faut faire, c'est un acte de refus de cette assignation, de cette injonction à être artiste. Donc, un artiste, c'est pas, je le répète, c'est pas un refus des pratiques artistiques, c'est un refus de la fonction sociale de l'artiste. Fonction sociale qui peut être, voilà. Donc je ne vois pas pourquoi ça renvoie à l'anarchie. C'est-à-dire, par contre, on peut dire effectivement, mais ça c'est un présupposé de la démocratie, c'est-à-dire le fait que, moi je pense que c'est n'importe qui et n'importe quoi qui anime l'art contemporain, mais qui anime aussi les problèmes de la démocratie. N'importe qui, n'importe quel forgeron a le droit, n'importe quel le premier venu a le droit de pouvoir discuter du bien commun. C'est ça fondamentalement la démocratie. Et c'est un peu ce que l'art contemporain a d'une certaine façon avec cette histoire effectivement de la désubjectivation, mais même de la désobjectivation, parce que quand Duchamp fait l'histoire de l'humain, c'est effectivement sortir de l'objet des fonctions qui lui sont assignées. Tout ça, c'est un présupposé pour pouvoir ouvrir un processus de subjectivation ou d'individuation continue. Il faut sortir de cette... Il y a un moment de rupture, et cette rupture, elle est donnée par cette action. Anne, devant... Bon, c'est intéressant, c'est intéressant de vérifier, j'ai trouvé... Cette histoire de Anne, je pense que... Moi, je trouve que ça ouvre... Il ne faut pas chercher chez Duchamp, parce que Duchamp, ça ne s'intéresse pas à ce type de problème de l'ontologie politique. Mais la chose est compliquée, parce qu'effectivement, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est que les sociétés dans lesquelles on vit, elles ne fonctionnent pas seulement selon un dispositif qui est un dispositif ou un continuum de différence. Elles fonctionnent aussi sur le dualisme. C'est ça qui est compliqué. C'est comment, effectivement, on multiplie les situations, mais on arrive toujours à la fin à avoir des riches et des pauvres. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement une multiplicité de situations qui vont de l'érémiste jusqu'au salarié intégré, au milieu de quoi il y a 47 statuts. C'est que le problème, c'est qu'effectivement, on a cette multiplicité, mais en même temps, cette multiplicité, elle aboutit toujours à des dualismes. Le problème, c'est qu'effectivement, pour penser les politiques aujourd'hui, c'est ça que le problème, on ne peut pas avoir un discours seulement sur la multiplicité. Il faut avoir aussi un discours sur le dualisme. Mais le problème, c'est qu'il faut, en même temps qu'on fait ce discours-là, il ne faut pas se faire prendre le dualisme, parce qu'effectivement, donc c'est une stratégie un peu compliquée, parce que l'opposition, elle existe, les conflits existent, on le voit aujourd'hui, ils se représentent de façon évidente. Donc, pour passer la politique, pour aller très vite, je dis qu'effectivement, il faut le tenir ensemble sur des mouvements qui semblent être contradictoires. D'un côté,
ce discours sur la multiplicité, de l'autre côté, le fait que les dualismes sont recréés. Alors comment, effectivement, en même temps que... Mais avec un changement radical, c'est-à-dire que quand Duchamp dit, effectivement, il y a un continuum de puissance, un continuum de puissance de dominer. Et ça, c'est un changement radical, je pense, par rapport au 19e siècle. Donc, il faut passer, effectivement, l'égalité de la puissance de ce point de vue-là. Et multiplicité et dualisme, sans tomber dans la logique du dualisme. Mais il faut, effectivement, parce qu'on est obligé aussi de cette façon. Non, mais on retrouve cette position chez Tarde contre Hegel, contre la dialectique hegelienne. Il dit d'un côté il y a de l'opposition et de l'autre côté il y a du mimétisme. Et ce qui lui permet d'une certaine façon d'échapper, il a raison de ce point de vue-là, au modèle, disons, de la dialectique et de la violence du maître avec l'esclave. On est bien d'accord. Mais pour autant, il en arrive à penser le fondement du social selon le mode de l'apostolique. Ce qui là me pose véritablement un problème. Parce que, là, il me dit une autre chose, mais c'est pas. On discutera après, vous allez pas ça intéresse tout le monde, mais. Là, moi, ça m'intéresse parce que ça veut dire que l'idée, ça pose une question, sans revenir sur cette question-là, et ça pose au moins une autre question, qui est celle du contrat, et la tradition politique, disons, contractualiste. Et il est clair que Tarde n'est pas un contractualiste. Et d'ailleurs, on ne sait pas, politiquement, ce qu'est Tarde. Ce qui pose véritablement un problème pour les gens qui, aujourd'hui, et vous êtes, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de Tarde, d'ailleurs, à l'IEP, il y a un paradigme tardien qui est en train de se développer autour d'une pensée de l'histoire des sciences qui n'est pas vraiment la problématique, en fait, de l'appréhension des technologies d'art industrialiste. Donc là, il y a véritablement une question de fond. Et voilà ce que je voulais dire sur la question du contrat. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Non, moi je dis que Tarde, c'est une question un peu compliquée, mais non est que personne connaît parce que personne. Tarde, politiquement, c'est un auteur conservateur. Donc c'est toujours très délicat de travailler sur quelqu'un qui a une position politique conservateur. Il était juge d'ailleurs. Mais en même temps, pour des raisons tout à fait particulières, il a développé une sociologie qui était très originale par rapport à ce qu'on faisait à l'époque et ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et pour certains aspects, on peut les faire fonctionner. Pour certains aspects. Sur l'histoire des contrats, je pense, voilà, c'est les contrats. Moi, j'utilise cette tradition qui vient effectivement des Hume qui passent par Tarde, jusqu'à Deleuze, d'utiliser la convention plutôt que les contrats. Mais bon, là, il faudrait élargir un autre type de discussion. Mais... Oui, parce que paradoxalement, vous faites une très belle critique de l'économie des conventions dans ce livre. Oui, mais conventions, on ne va pas sur les conventions, etc. Oui. Donc ma question, c'est une question de fond parce que ça veut dire que, est-ce qu'on peut, si on a en fait c'est comment se représenter le collectif comme unité non close en fait. C'est ça l'idée, quoi. Parce que si on en appelle à une multiplicité, moi je pense que c'est une espèce de spontanéisme très intéressant du point de vue des logiques de développement des puissances, des forces, qu'il faut encourager d'ailleurs, et que d'une certaine manière la puissance publique peut encourager les puissances de subjectivation. Il n'y a pas de contradiction de ce point de vue-là. Une politique publique pensée intelligemment, dans le sens d'un développement des modes de subjectivation, pourrait d'une certaine façon être tout autre. Mais là, ma question, j'y reviens, c'est que Anne artiste, il y a une connotation forcément dans la posture de Duchamp, qui, à mon avis, a un côté de choc, une fonction de décapant, enfin le terme n'est pas très bien choisi, mais une fonction, disons, de critique, enfin, d'anticipation même de ce qui va arriver, qui est absolument magistrale. Mais pour autant, et ma critique probablement aussi pose des interrogations sur la pensée, la sortie politique de la pensée deleuzienne. Est-ce qu'il y a chez Duchamp une sortie politique? Clairement non. Voilà. On s'en fout. Mais est-ce qu'on peut rester sur cette réponse-là? Voilà ma question. Non, moi je ne reste pas sur les... Moi j'utilise des auteurs qui sont... Mais je ne dis pas que vous êtes sur cette réponse. Non, mais je dis que... Non, je vous explique un peu comment je procède. J'utilise des auteurs comme Tarde, qui sont des conservateurs comme Duchamp, qui refusent tout collectif, et même un groupe d'artistes qui le refuse. Donc il n'avait pas du tout cette position collective. Mais
malgré ça, il pose des problèmes très intéressants, peut-être plus intéressants des gens qui sont dans une organisation politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la question. Après quoi, il faut faire, il faut faire avec ce qu'il propose, il faut faire un artiste, je répète, un artiste, moi je ne le vois pas, effectivement, mais même chez tous les gens qui ont travaillé sur la démocratie, au fond du monde de la démocratie, il y a l'anarchie. Hein. Même chez l'ancien, moi je trouve que c'est quand même un philosophe qui a amené beaucoup de choses, il a révisité ce concept de démocratie, même si bon, on peut lui critiquer différents points de vue, au fond, il y a cette histoire d'anarchie. Le fond de la démocratie, c'est n'importe qui. Et n'importe qui, c'est l'anarchie. Ou bien l'anarchie où on est, comme on parle de l'Est non plus, ne se posait pas les problèmes politiques en tant que tel. Hein. Voilà. Je pense que les problèmes politiques, c'est une question qu'on doit laisser ouverte, on est en train d'assister avec une restauration du politique, à mon avis, avec Badiou, avec Rancière, même. On revient à une vieille conception du politique, quoi, face au fait, effectivement, à la nécessité de radicalité politique. On revient, à mon avis, on revient en arrière. Je pense que les propositions de Badiou, et même si c'est un point de vue de séchage de Rancière, mais dans notre débat, je pense qu'il faut garder encore cette histoire de la multiplicité comme ouverture politique, hein, en sachant qu'elle a besoin de trouver sa forme politique. Moi, je ne sais pas encore laquelle c'est. En sachant que je dis, on balance toujours entre cette multiplicité et ce dualisme. Hein, et il ne faut pas laisser tomber les deux côtés de la chose. Hein. Et ça, c'est compliqué à organiser, parce qu'on a des techniques pour passer les dualismes très facilement. À la gauche, ça a été structuré pour passer les dualismes, le dualisme du 19e siècle, capitaliste et travail, hein, capital et travail. Maintenant, ce dualisme, il existe toujours des riches et pauvres, hein, mais il y a cette multiplicité qu'il faut agencer avec ce dualisme, et c'est ça qui est important. Pour revenir à l'expérience que vous avez faite sur les intermittents, et Bernard parlait de proposition, vous avez fait une proposition. En fait, le groupement a fait une proposition qui était pas nous, la coordination a fait une proposition. Vous nous décrivez dans votre livre que cette proposition aurait permis d'économiser, d'aller dans le sens d'une maîtrisation des risques, de proposer des intermittents et des intermittents, d'éventuellement élargir ces propositions à d'autres que le monde du spectacle. Donc, c'était un progrès social, on peut dire, totalement avéré d'après cette proposition, et que le pouvoir l'a refusé, alors que le système actuel, tel qu'il fonctionne, coûterait 400 millions, d'après ce que vous expliquez dans les conclusions qu'ont fait le groupement, 400 millions d'euros annuels de plus. Alors, ma question est, comment aujourd'hui, dans les relations de pouvoir, arriver à faire évoluer, j'allais dire, un pouvoir qui ne veut pas entendre le langage qu'on lui tient et ne veut pas de bien commun. Ah bah c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Non, réflexion qu'elle vous en est aujourd'hui par rapport face à cette échec. Non, mais c'est clair que l'échec est dû au fait qu'effectivement, il y a une question politique autour du temps. Parce qu'effectivement, cette proposition qu'avait fait la coordination, donc, c'était une façon d'aménager les modes d'indemnisation en gardant la temporalité qu'il y a maintenant. Et c'est l'idée d'élargir effectivement cette mode d'indemnisation à d'autres travailleurs précaires ou des salariés de travail discontinu, c'était effectivement donner du temps. Et c'est cela le problème. Il ne veut pas. C'est besoin du temps, je dis, c'était dangereux. Donner du temps aux gens, c'était dangereux. C'est dangereux parce qu'effectivement, ça pose beaucoup de questions. Eux, ils disent effectivement, non, il faut que tout le temps soit temps de l'emploi ou temps de recherche d'emploi. Il n'y a pas même ce qu'ils sont en train de faire avec le passage du RMI au RSA, c'est effectivement pour réduire tout au temps de recherche d'emploi. La seule mesure de tout, ça va être l'emploi. C'est ça. Et de ce point de vue, il ne recule pas. Le problème, c'est que de l'autre côté, vous avez les syndicats qui sont très ambigus, et quelquefois ils sont d'accord avec ce que fait l'État, parce qu'effectivement, le problème des syndicats, c'est établir le plein emploi. Donc, de l'emploi pour tout le monde, et un CDI pour tout le monde. Hein. Et donc, ils vont... Étant donné que, par exemple, pour ce qui concerne
le régime de l'intermittence. On dit il faut réduire l'intermittence pour augmenter les CDI, hein, et c'était faux, c'était donc c'était pas praticable, ça n'avait pas, mais les syndicats disent oui. Il faut reprofessionnaliser la profession, hein, les professionnels de la profession, comme dit Godard, il faut les reprofessionnaliser encore, parce qu'ils ne sont pas suffisamment professionnels de la profession, et donc, voilà, les syndicats disent oui. Ces deux choses-là disent oui, donc il y a effectivement, voilà, dans ce sens-là, et en disant qu'effectivement, les temps, c'est que la CFDT a dit tout de suite hein, que c'était les ouvriers qui payaient les indemnités et les allocations des intermittents, hein, voilà. C'est qu'on pose, la gauche elle n'a pas encore pensé justement cette nouvelle condition de la production de la politique. Elle pense toujours pas à l'émancipation, c'est une catastrophe penser que le programme politique soit le plein emploi. C'est une catastrophe politique, au lieu de penser l'émancipation de l'emploi, on pense le plein emploi, donc on pense les formes d'assujettissement. Je ne vois pas comment on pourra... L'autre problème étant, excuse-moi, qui revient comme ça, c'est que par ailleurs on confond emploi et travail, et que on dit défendre l'emploi, c'est défendre le travail, et on ne voit pas qu'il y a toute une activité de travail qui se fait hors emploi, c'est ce que vous montrez très bien, et ça c'est absolument fondamental. Pour nous c'est essentiel, c'est ça qu'on appelle la production. L'emploi c'est une forme institutionnelle, c'est une forme, voilà, il y a des gens... Effectivement, le grand passage, la grande faiblesse, c'est qu'on est passé à la réalité du travail, donc Marx, hein, du travail à l'emploi. Marx n'aurait jamais fait un truc sur l'emploi. Donc il y a vraiment un passage vocal, et là, on se trompe complètement. Il y a un manque d'informations. Si beaucoup de gens lisaient votre livre, je pense que ça ferait évoluer. On va le faire. Et si c'était si simple, bon, je ne pense pas que c'est possible. Ah ben, je pense que ça va faire. Il y a des mentalités à faire évoluer, ça aussi, il y a des combats théoriques, méthodologiques à mener. Ça peut payer. Il faut être patient. Bon, on est obligé de libérer la salle, on est un petit peu en retard. Merci beaucoup, Mauricio. Merci à vous.